Alex Fresne. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors avec Anne Beaufumé et Jérôme Bondu, nous venons de publier un livre intitulé La plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité. Alors pourquoi ce livre et pourquoi cette interview? Nous vivons actuellement une période d'incertitude totale avec beaucoup de changements depuis une vingtaine d'années qui s'accélèrent. Nous entendons parler d'IA, de métavers, de fusion nucléaire, de big data, de biotechnologie, et de nouveaux équilibres géopolitiques se mettent en place. Il est très difficile de s'y retrouver dans ce qu'on peut entendre ou lire. Nous sommes trois spécialistes de la veille économique, technologique ou sociologique, et nous sommes bien rendus compte qu'il est difficile d'appréhender un petit peu tous ces changements. Beaucoup de gens sont perdus. La vulgarisation n'est pas forcément simple et nous avons voulu faire un livre accessible et donner les clés pour comprendre et décrypter un peu les bouleversements que nous vivons aujourd'hui. Dans ce cadre-là, on a décidé au travers d'interviews de spécialistes comme vous et d'experts, de faire des focus particuliers sur des thèmes particuliers comme le prolongement du livre. Donc, merci encore Alex Fresne. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Alex Fresne, je suis le fondateur d'AutorTech, qui est un studio de développement de solutions en réalité virtuelle et réalité augmentée pour les entreprises. Voilà, donc on fait du développement sur mesure selon les besoins de nos clients. Notre objectif, c'est d'améliorer le quotidien de nos clients. Alors, dans le livre, nous avons dédié un chapitre entier intitulé Des jeux vidéo au métavers vers un monde virtuel. Est-ce que vous pourriez nous donner votre définition de ce qu'on appelle le Web 3 et ses implications? Oui, alors en fait, le point très important par rapport au Web3, c'est le concept de la décentralisation. En fait, c'est vraiment autour de ce concept que tourne le Web3. Sur le Web2, on avait plus l'aspect où on a des îlots en fait qui maintiennent des services, comme par exemple vous avez Facebook, vous avez Google, vous avez Amazon, vous avez Apple. Ce sont des gros îlots avec des entreprises qui maintiennent en fait un service. Et quand vous allez sur leur service, voilà, c'est eux qui maintiennent tout cet écosystème-là. L'idée derrière la décentralisation, c'est que ça ne soit pas juste une seule entité qui maintienne ces services, qui possède ces services, mais que ça soit éclaté un petit peu partout sur différents serveurs et que ça soit surtout géré par différentes personnes. L'idée, c'est de répartir en fait la mise en place technique, la possession aussi de ces environnements pour avoir une autre approche de la gestion des systèmes et des services associés. Donc, c'est souvent associé à la blockchain, aux crypto-monnaies et tout ça, parce que c'est un élément, un outil technologique qui permet de faire de la décentralisation. On peut stocker des informations type, entre guillemets, bancaire, parce que sur une blockchain, on peut stocker un petit peu ce qu'on veut. L'intérêt, c'est que ce n'est pas une personne qui détient la clé pour venir rentrer des informations dessus, c'est tout le monde qui va venir participer au fait que les données sont cohérentes. Donc, on pense toujours, en général, on pense en premier lieu à la blockchain dès qu'on parle de décentralisation, mais il y a aussi d'autres aspects. Comme je disais, c'est un outil, c'est une brique technologique en fait, et on peut aussi avoir d'autres briques technologiques qui permettent par exemple de gérer son identité de manière décentralisée qu'on va pouvoir partager sur différents services, du stockage de fichiers également qu'on va pouvoir faire de manière décentralisée, etc. Donc en fait, c'est vraiment un concept autour de cette idée de ne pas avoir une seule entité qui va pouvoir gérer tout un service ou une solution logicielle, peu importe, mais que ça soit éclaté en fait et que la responsabilité soit vraiment répartie sur plusieurs machines et sur plusieurs entités. D'accord. Alors, dans le Web3 aussi, on peut entendre à la fois la blockchain pour la partie décentralisation, les actifs numériques, que ce soit les crypto-monnaies, les tokens, les NFT, et également un sujet extrêmement important et qui est le buzzword actuellement, qui s'appelle le métavers. Donc, le métavers qui a été popularisé évidemment avec la démarche médiatique de Mark Zuckerberg de renommer Facebook en Meta, ou encore le film Ready Player One de Steven Spielberg. Est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu ce que c'est le métavers? Alors, métavers, c'est une question très épineuse parce que je crois qu'on n'est pas encore arrivé à un consensus sur qu'est-ce qui est vraiment un métavers. Je dirais qu'il y a plusieurs composantes. La première, c'est que on a une expérience qui est en temps réel. Déjà, ça, c'est la première chose, avec plusieurs utilisateurs. Donc, il y a cet aspect multijoueur, entre guillemets, qui est très important. Ensuite, il y a un aspect qui, pour moi, est beaucoup oublié, et ça va nous amener sur la deuxième partie de ce que j'ai à répondre sur cette question, c'est l'aspect persistant. C'est-à-dire que ce que vous allez faire dans cet univers, ça va rester là, en fait. Et c'est pas, vous pouvez y accéder quand vous voulez, c'est tout le temps là.
Donc cet aspect persistant, il est super important et c'est souvent cet aspect qui est mis de côté quand je pense qu'il y a beaucoup de monde qui parle aujourd'hui de métavers parce qu'effectivement c'est devenu un buzzword depuis une bonne petite année. Tout le monde ne parle que de ça et le problème c'est que beaucoup de gens oublient cet aspect persistant. Et aujourd'hui, je trouve que le terme est un petit peu utilisé à tort et à travers et il perd un petit peu de son sens parce qu'on utilise le terme métavers pour présenter des solutions qui ne sont pas des métavers, qui sont juste des expériences multijoueurs en fait. Et ça me chafouine un petit peu parce qu'en fait les gens, à force de présenter ce genre de solutions comme étant des solutions métavers, les gens sont perdus en fait. Parce que d'un côté, on a effectivement des films comme Ready Player One qui présentent exactement la vision qu'on aurait d'un métavers en fait, c'est-à-dire voilà, quelque chose qui est massivement multijoueur, on peut avoir plein d'activités différentes, on peut avoir des avatars différents, on peut faire plein de choses et c'est persistant. Donc les gens ont d'un côté cette vision-là qui est ce qu'on espère être d'un métavers, et de l'autre côté, on a des gens qui vendent, market, on va dire, des solutions qui sont censées être métavers et qui au final ne proposent qu'une partie de la solution. Donc moi, ce qui m'inquiète beaucoup par rapport à ça, c'est le fait que les gens, le grand public, qui ne soit pas forcément initié à ce genre de questions-là, en fait, soit vachement déçu. En fait, enfin, je me mets à la place d'un client qui va voir une société, qui lui dit on va vous faire un métavers, qui voit la solution et qui se dit mais c'est pas ce que je voulais quoi. Donc ça, c'est le premier point qui m'inquiète beaucoup. Et là où ça m'inquiète encore plus, c'est que cet aspect-là, il est hyper important, le côté persistant et multijoueur. C'est que ça implique une complexité technique qui est très, très, très élevée. On a des limitations techniques aujourd'hui qui font que, typiquement, si demain, Meta voulait faire un Ready Player One, eh ben, il ne pourrait pas parce que matériellement, on ne peut pas, en fait. Donc il y a cet aspect-là aussi qui est un petit peu jeté sous le tapis en mode vous inquiétez pas, ça va bien se passer, sauf qu'en fait, aujourd'hui, non. Donc c'est pour ça qu'il y a une énorme. Il y a des énormes enjeux au niveau de l'infrastructure. C'est pour ça, on entendait un petit peu parler il y a quelques temps, la 5G, ça va servir à quoi? En fait, ça va servir, par exemple, à ce genre de choses, à communiquer énormément d'informations très vite, en fait. Il va y avoir encore pas mal de choses à faire au côté serveur. Et ouais, on ne se rend pas compte à quel point c'est un point très, très épineux. D'accord. Et justement, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui pour aller vers ce métavers? Donc, on a parlé de la 5G, on a parlé du matériel. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui manquent? Aujourd'hui, il faut continuer d'améliorer ce qu'on sait déjà faire. C'est comme ça que ça marche. On va pousser les technologies jusqu'à leur limite, jusqu'à trouver une autre façon de faire. Donc, pour moi, là, ça va vraiment être de l'optimisation et arriver à trouver des moyens de gérer ces masses de joueurs, d'utilisateurs simultanés, de manière à ce que ça tienne sur un serveur, en fait, sans avoir besoin de 15 ordinateurs quantiques pour que ça marche. Donc, je dirais, c'est continuer d'avancer dans cette direction. Alors, pour continuer un peu dans cette logique de métavers, le métavers, c'est quoi? C'est un jeu ou c'est autre chose? Ah, c'est une bonne question. En fait, ça peut être l'un comme l'autre. En fait, faut voir ça. C'est un petit peu comme demander Internet, c'est pour travailler, pour jouer. C'est un outil, en fait. C'est une façon d'accéder à du contenu, c'est une façon de consommer du contenu. Et je vois le métavers de cette même manière. Aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez chatter, vous pouvez aller travailler, vous pouvez faire des achats, vous pouvez faire plein de choses. Je vois le métavers de la même manière. En fait, c'est une façon de faire des activités. De la même manière qu'avant Internet, on voulait acheter des choses, on allait physiquement dans un magasin. Et quand Internet est arrivé, voilà, au tout début d'Internet, on se demandait genre, est-ce que c'est possible de faire un business sur Internet? Il y a 20 ans, on vous auriez dit ça, on vous aurait rigolé au nez, quoi. Pourtant, moi, je le vois aujourd'hui, j'ai 95% de mon activité qui sont en ligne et la plupart de mes clients, je les vois uniquement en visio parce que ça marche très bien. Et aujourd'hui, c'est devenu commun, mais il y a quelques années, ça ne l'était pas forcément. Et le métavers, c'est pareil. En fait, ça va être un nouveau moyen d'expérimenter les choses avec cet aspect immersif, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste spectateur vraiment de l'extérieur avec un écran, on est vraiment immergé dans les contenus. Et ça va changer la perception qu'on va avoir des échanges et des expériences qu'on va pouvoir avoir au sein du métavers. Que ce soit du travail, que ce soit du divertissement, que ce soit une expérience d'achat, que ce soit passer du temps avec vos proches, etc. Alors, vous parliez d'immerger, justement. Pourriez-vous définir ou nous définir sommairement ce que sont aujourd'hui les technologies immersives? Alors oui, en fait, quand on parle de technologie immersive, on fait généralement référence à la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
C'est-à-dire que jusqu'à présent, on se servait des outils informatiques via un écran, donc un écran plat. Enfin, avant d'être plat, il y avait les écrans cathodiques, mais voilà, on avait la projection de quelque chose, mais ça reste assez moyen en termes d'immersion, dans le sens où on reste en fait dans notre écosystème, c'est juste un écran qui nous projette des informations. Avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée, on a le moyen de faire en sorte que l'expérience ne soit pas contrainte par ce petit carré qui est notre écran, mais que ça soit vraiment tout autour de nous. Donc en réalité virtuelle, on va pouvoir se retrouver vraiment immergé dans une expérience, et c'est pour ça qu'on parle d'expérience immersive, parce qu'on va physiquement avoir l'impression d'être dedans. Et quand on parle de réalité augmentée, c'est un petit peu pareil, si ce n'est que le curseur il va plus être du côté de la réalité, où on va rester dans notre environnement réel, par-dessus lequel on va venir rajouter plein de choses. Par exemple, avoir un bureau virtuel avec des lunettes de réalité augmentée, et au lieu d'avoir juste un seul petit écran, en fait, vous pourriez en avoir 150 autour de vous, voire même un écran qui est au bout de votre salon parce que vous n'aviez plus de place pour mettre vos post-it virtuels, par exemple. Donc ça a cet aspect vraiment immersif, dans le sens où on va vraiment être dans les expériences et pas juste être spectateur des expériences comme on pourrait l'être devant un écran. Alors, on parle dans le livre évidemment de révolution, et beaucoup de révolutions dont on parle aujourd'hui. Est-ce qu'on peut éventuellement faire rêver un peu les gens sur ce qui va arriver, sur les nouveautés à court terme, à moyen terme? Qu'est-ce qui va changer? Alors, je dirais à très court terme, on va avoir des nouvelles générations de matériel qui vont arriver et qui vont permettre beaucoup plus facilement de la réalité augmentée. Aujourd'hui, c'est assez limité en termes de réalité augmentée. Soit on fait ça sur smartphone, soit alors il faut des lunettes de réalité augmentée qui coûtent très cher aujourd'hui. Et on commence à se rapprocher un petit peu de solutions qui font un petit peu les deux, c'est-à-dire que ça vient fusionner la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, on a un casque de réalité virtuelle qui a des caméras avec lesquelles on peut voir devant nous, du coup, et qui peuvent faire office de réalité augmentée. Donc, je pense qu'on va petit à petit se diriger vers des casques qui font que ça, parce que la combinaison des deux est quand même très très intéressante. Ensuite, on va avoir le hand tracking qui devrait se démocratiser beaucoup plus, c'est-à-dire que ça va devenir de plus en plus courant en fait d'utiliser ce genre d'input, ça va être beaucoup plus précis. Typiquement, Facebook. Meta a sorti une nouvelle version de ses outils de développement par rapport à ça, et ça commence à être vraiment très très bien. Donc on va avoir ça à moyen terme, on va dire. Et je pense qu'à long terme, on va avoir une évolution de tout ce qui est contrôle. Je pense tout particulièrement au contrôle neural. Alors, c'est vraiment à très, très long terme. Mais l'idée, c'est tout simplement de se libérer complètement des contrôleurs et de venir penser l'action qu'on veut faire, et que le logiciel reconnaisse l'action et que du coup, ça la réalise dans l'espace virtuel. Bon, là, par contre, on est vraiment très, très, très loin dans le futur. Et alors, justement, dans cet univers-là, qui sont les acteurs majeurs qui va tirer profit de toutes ces nouvelles technologies? Je dirais comme souvent, ça va être les grosses entreprises qui vont avoir les systèmes spécialisés qui permettent de gérer ça. On commence déjà à le voir avec Meta qui cherche à installer son métavers avec Horizon. On verra ce que ça donne. Il y a également d'autres acteurs qui cherchent un petit peu à tirer leur épingle du nez, soit en proposant des solutions technologiques type hardware, par exemple des casques ou du matériel, comme Nvidia peut le faire avec ses cartes graphiques, mais aussi sur le plan logiciel pour proposer des solutions, en fait, c'est-à-dire devenir un petit peu l'acteur majeur pour développer des solutions sur ce sujet. Et on va également avoir les gens qui vont plus développer les logiciels qui vont se baser sur ces outils, qui vont au final proposer les solutions. Donc je dirais qu'il y a différentes catégories de gens qui vont ou d'entreprises qui vont pouvoir se démarquer, chacun dans leur domaine respectif. Et après, il va y avoir également un dernier domaine, c'est plus sur la partie recherche et développement et innovation, où là, clairement, il va y avoir que les grandes multinationales qui vont pouvoir être à la pointe, comme par exemple Meta, avec tous les milliards qu'ils injectent par an en recherche et développement. Ils font des progrès absolument fous sur tout ce qui est lentilles et tout ça. Enfin, c'est incroyable. Et pareil pour tout ce qui est interface neurale. Par rapport à l'entreprise Neuralink qu'a monté Elon Musk. Voilà, c'est des sujets qui sont tellement spécialisés. On pourrait parler aussi de l'intelligence artificielle. Alors, en fait, on va avoir quelques sociétés qui vont être spécialisées depuis quelques années, dizaines d'années, voire sur ce sujet, qui vont vraiment être là et être leaders sur ces domaines spécifiques. Alors, pour être en immersion, aujourd'hui, on a deux sens qui sont utilisés. C'est par exemple la vue, évidemment, mais l'ouïe aussi. Et j'ai envie de dire seulement. Et il existe d'autres sens. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de certaines choses qui sont aujourd'hui en travaux pour avoir une expérience immersive totale?
Alors effectivement, le principe de l'immersion, c'est de venir berner l'essence du cerveau pour lui faire croire qu'il vit la réalité qui n'est pas la réalité. Donc ça, c'est un sujet, je ne vais pas rentrer dessus, sinon je vais en parler pendant beaucoup trop longtemps. Mais effectivement, aujourd'hui, on se base surtout sur la vue et l'ouïe pour simuler, en fait, pour berner le cerveau. Mais on peut se baser effectivement sur d'autres sens. Et une fois maintenant qu'on a, on va dire, à peu près bien maîtrisé la vue et l'ouïe, on commence à creuser un petit peu d'autres moyens de faire ressentir d'autres stimuli en fait au corps humain via différents moyens. Donc, par exemple, des ultrasons qui peuvent être projetés sur les lèvres pour vous donner la sensation que vous êtes en train de boire quelque chose, de manger quelque chose, etc. Donc, il y a plein on va dire, d'accessoires qui sont en train de se construire autour de ça pour venir étendre la perception en fait de l'environnement virtuel sur le corps physique. Alors, on peut avoir aussi des équipements haptiques, donc par exemple des vestes qui peuvent vous faire ressentir des impacts ou des vibrations, ce genre de choses. Donc, en fait, aujourd'hui, on est encore sur une phase très exploratoire sur ce sujet. Je pense que ce n'est pas demain la veille que ça va devenir normalisé, dans le sens où aujourd'hui, le matériel pour faire de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée coûte, mine de rien, encore relativement cher. Et acheter ce matériel supplémentaire coûte encore plus cher. Et ensuite, une fois qu'on a tout le matériel, il y a relativement peu de logiciels, en fait, d'applications, de jeux, en fait, qui supportent ce matériel. Donc, en fait, ça reste encore de l'utilisation de niche ou alors de l'utilisation vraiment professionnelle dans des usages très spécifiques où là, on prend tout le matériel, on développe les solutions et on a une expérience qui est vraiment très, très, très immersive. Alors justement, dans la logique un peu de l'immersion, si on reprend un peu le film Ready Player One, les gens passent leur vie dans le métavers. Est-ce que comment vous imaginez un peu cette évolution ou cette révolution pour les prochaines années? Eh bien, j'ai envie de dire, ouais. On l'a vu avec l'arrivée des réseaux sociaux. Tout d'un coup, les gens se sont mis à passer énormément de temps sur Internet, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou même les applications mobiles comme TikTok et compagnie. On se rend compte en fait à quel point aujourd'hui on passe du temps dessus. En fait, on est aspiré sur ces contenus. Et effectivement, je pense que ce qui risque de se passer, c'est grosso modo la même chose avec les métavers et tout ce qui va autour. C'est que comme le niveau d'immersion va être encore plus élevé, en fait, on risque de littéralement perdre la notion du temps encore plus que juste avec un smartphone dans les doigts en train de faire défiler vers le haut toutes les vidéos TikTok. Ça risque d'être encore pire. Donc, je dirais qu'il y a ce risque-là. Après, il reste quand même quelque chose, c'est que aujourd'hui, avec la réalité virtuelle, il y a quand même des limites physiques au-delà duquel on finit par avoir mal à la tête, on finit par avoir mal aux yeux. Donc, je pense que mécaniquement, les gens feront des pauses parce que au bout d'un moment, ça passe pas. Ça va plus, en fait. Donc après, encore une fois, ça dépendra d'une personne à l'autre. Vous allez avoir des personnes qui vont faire 20 minutes de réalité virtuelle et qui vont avoir mal à la tête. Vous avez d'autres personnes qui vont faire 6 heures et il va falloir leur taper sur l'épaule pour se dire, il faudra peut-être que tu ailles boire un coup, boire un peu d'eau, par exemple. Donc, ça, encore une fois, ça va dépendre des personnes. Mais clairement, c'est un sujet auquel il faut faire relativement attention, d'autant plus si on ne connaît pas. Moi, je sais que je suis dans la réalité virtuelle depuis 2012, donc j'ai vu les évolutions depuis le début. Donc je suis un petit peu plus, on va dire, en spectateur de ces technologies-là. Mais il faut se méfier de la capacité d'immersion de ces solutions parce que c'est vraiment bluffant. C'est-à-dire que même en ayant l'habitude, ça reste quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc, il faut juste se méfier de ça. Donc pour vous, c'est pour vraiment le grand public. L'idée, c'est que ça va se généraliser, c'est de se démocratiser. Clairement, de la même manière que les réseaux sociaux se sont démocratisés. Pourquoi ils se sont démocratisés? Parce que tout le monde avait un accès à Internet, un navigateur, et ça s'est démocratisé sur mobile parce que tout le monde avait un mobile. Là, ce qu'on voit sur les dernières années, c'est l'acquisition en masse de matériel de réalité virtuelle par le grand public, en tout particulier grâce aux actions de Meta avec son prix défiant toute concurrence sur son Meta Quest 2. Ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui n'avaient jamais fait de réalité virtuelle, qui se sont acheté un Quest et qui, du coup, depuis, font de la réalité virtuelle. Donc, une fois qu'on aura beaucoup de gens, en fait, une masse critique de gens qui auront accès à du matériel de réalité virtuelle, là, on va commencer à avoir de gros écosystèmes avec des usages très, très réguliers, voire journaliers de ce genre de technologie. Ouais. Alors, pour finir cette interview, j'avais envie de vous poser une question sur justement les conseils, après avoir été observateur pendant des années et acteur, quels conseils donneriez-vous aux jeunes générations par rapport à toutes ces technologies?
Bah, pour le coup, j'ai déjà donné un premier conseil juste avant, c'est faire attention à l'aspect immersif. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en profiter, parce que clairement, c'est un truc à faire. Faites-le, essayez, vous verrez, c'est incroyable. Mais il faut se méfier du temps dans lequel on peut passer dans ces expériences-là, parce que justement, on perd la notion du temps. On peut très vite perdre la notion du temps, et il faut se raisonner. C'est comme tout, il faut en consommer avec modération. Voilà, donc premier point, c'est modération. Et deuxième point, je dirais, c'est les données, vos données personnelles tout particulièrement. Et je dis ça particulièrement parce que Meta commence à prendre une place très très importante sur le sujet. Ils sont possesseurs des casques et du coup, quand vous achetez un casque MetaQuest, bah, potentiellement, Meta va venir collecter des données pour vous, enfin sur vous. Pourquoi? Pour vous faire de la publicité. La même chose que ce qui se passe sur Facebook quand vous allez naviguer, bah voilà, vous recevez des pubs. Gardez en tête quand même que cette boîte-là, si elle dépense des milliards par an, c'est pas juste pour le fun. Ils voient des retombées financières derrière qui sont assez incroyables, et ça veut dire que vos données, ils vont les collecter et ils vont s'en servir pour faire de la publicité. Donc, je dirais, faites attention à ça. Parce que ça peut être une information importante dans votre choix de matériel, typiquement, dans le choix des applications que vous allez installer, autoriser d'installer. Donc ouais, faites attention à vos données, parce que vos données ont de la valeur. Eh bien, merci Alex Fresne et à bientôt. Merci.